Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct de Optonic Photonic, l'événement Lumière qui est le sommet de Optonic. On est à Montréal. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer des gens incroyables. J'ai avec moi en ce moment Jessie Vincent Erskozy. J'ai-tu bien prononcé? Quasiment, Erskovici. Erskovici, Oui. excusez. T'es pas le premier. Non, président d'Axelis, en fait, qui va venir un peu nous démontrer ou nous expliquer qu'est-ce qu'Axelis fait dans l'écosystème manufacturier, l'écosystème des technologies aussi des universités. Je pense que vous êtes un bon lien, c'est comme la colle, en fait, entre plein de morceaux dans l'industrie. Puis ça a été super cité aujourd'hui. Là, je pense que j'ai vu quatre panels ou 4 moments où Axilis a été mentionné avant que vous étiez sur le stage. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Jessie, avant de commencer, là, moi j'aimerais ça savoir là, de où tu viens, toi. Même pas, on parlera même pas d'Axelis au début, là, de où tu viens. Je peux te tutoyer, ça te dérange pas? Avec plaisir. Mais c'est de où tu viens? T'es-tu un gars de Montréal? T'es un gars de la région? C'est quoi cette bébête-là? Ouais. Moi, je suis un gars de Montréal. Je suis un gars de Montréal. Je suis un 4e génération d'un côté, Erskovici, qui est un nom qui a donné peur à beaucoup de modérateurs qui ont eu à m'annoncer. Donc, aucune gêne là-dessus. Origine roumaine, donc j'ai beaucoup connu des domaines manufacturiers. Ma famille vient du domaine de la fourrure, des fourreurs, mais dans le bon sens du mot. Puis c'est une histoire intéressante parce que vous êtes intéressé à la manufacture. Mon arrière-grand-père, il était opérateur. Il travaillait sur la machine à coudre, il coupait les manteaux, il coupait les fourrures. Mon grand-père ensuite a travaillé avec lui, puis c'était un vendeur. Donc lui, il a travaillé avec son père, puis il vendait, puis il a créé une boîte qui a fonctionné relativement bien. Puis mon père, il a géré l'association, le Conseil canadien de la fourrure. Fait que tu vois un peu la progression de la manufacture vers une association qui devient mieux supportée, mieux structurée. Ça, c'est du côté de mon père. Ma mère, c'est la famille Vincent et Levac, qui est depuis les Filles du Roi, la vieille de la vieille. Puis ça, c'est du monde qui venait de la ferme. Alors, c'est des ouvriers, des paysans qui ont travaillé fort, puis ils ont atterri à la Chine, puis ils ont transféré de la ferme à la manufacture, à travailler dans des shops. En bon français. T'as-tu des enfants? Moi, j'ai 3 enfants. Fait que ça te fait, moi aussi j'en ai 3, mais ça te fait des histoires à raconter aussi parce qu'il y a de l'historique en arrière de ça. Moi, je suis un natif des îles de la Madeleine, Havre-Robert. Ah, j'ai passé, mon voyage de noces, c'était ces îles. J'ai trippé bien raide, j'ai fait du kite doombogging. J'ai vraiment aimé les îles, c'est bien le fun. Attache ta tuque là-bas. Vraiment, là, ils vendent. Ça dépend de la période de l'année aussi, t'es allé, là? Ben, c'était juillet, faisait beau. Juillet, t'étais dans les bonnes années. Ouais. Puis tu sais, Alexis, comment on devient président d'Axelis? Comment t'es arrivé là? C'est quoi le parcours avant d'arriver comme président? Tu sais, on ne devient pas président du jour au lendemain. Là. C'est quoi le parcours que tu as fait pour arriver là? Oui, moi, c'est Jessie. Ouais. Comment je t'ai appelé, excuse-moi? Alexis, mais c'est correct, c'est mon cousin. Tu pensais à Alexis. Axelis, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est la pire affaire de ma journée, ça va bien aller. Fait que mon parcours, écoute, moi, c'est compliqué, mais j'ai étudié un petit peu en psychologie, j'ai flirté en recherche en psycho. J'ai travaillé, j'ai fait un stage au 2e cycle avec Bombardier Aérospatial, avec un certain département de gestion, avec un projet qui était intéressant de transformation. J'ai travaillé chez Microcell, qui était Fido. J'étais là durant l'acquisition de Rogers. J'étais là durant un attentat d'acquisition moins le fun avec un autre groupe. Donc, j'ai vu un peu c'est quoi la réalité d'être une moyenne grande entreprise québécoise. On n'en a vraiment pas beaucoup. Puis, je l'ai vu vendre à une entreprise canadienne. Au moins, c'était quand même domestique. Puis après ça, je suis allé en microélectronique. Fait que j'étais en composante. Okay. J'étais en distribution de chips électroniques. Je travaillais avec nos manufacturières québécoises. Les Futures, c'était ça la compagnie? Fait que moi, j'ai travaillé pour des gars qui étaient des descendants de Future Electronics, exactement. T'es dans le mille. Puis on travaillait des LED, spec-in, nos LED ou nos chips avec des manufacturières. Fait que j'ai vu de première main à quel point c'est difficile et la réalité des manufacturières québécoises, que ce soit dans des domaines traditionnels comme le HVAC, que ce soit dans la haute technologie, dans le militaire, c'est pas facile d'innover dans ces domaines-là. Puis je travaillais à temps plein et en même temps de faire des études puis de faire de la recherche dans le domaine de la recherche publique.
Puis je trouvais que les deux à temps plein, puis je trouvais qu'il y avait deux solitudes dans ma vie. Je disais, Colin, ma vie privée, dans le secteur privé, c'est trop short-sighted, c'est trop le prochain quart à chaque fois, le prochain trimestre. Ça prend un élastique un peu plus long, sinon tu n'es pas prête à faire face à ce qui va venir de l'autre côté de la curve. Puis du côté académique, je trouvais ça, il y avait comme un manque d'urgence ou de punch ou de besoin d'amener un livrable plus cadré, un petit peu plus squeezé, parce que la pression force la créativité aussi. Puis c'était très bipolaire, ma vie. Puis je me disais, tabarouette, ça prendrait comme que les deux communautés se connaissent mieux. Je savais pas qu'il y avait déjà des liens là-dedans, je l'avais pas vu. Et là, je tombe sur une petite boîte à ce moment-là qui s'appelait Mitax, qui n'était pas connue. Oui, Puis c'était un réseau de centres d'excellence à ce moment-là en système complexe, mathématiques, système complexe, créé par les 3 centres de mathématiques du Canada. Et c'était une petite boîte très skunkwork, très bric-à-brac, là, en bon sens du terme. Puis il y avait une vision de scaler. Puis il y a eu une demande d'aller au-delà, de faire des stages de recherche, de connecter des jeunes PhD à ce moment-là en entreprise, à travailler un problème industriel. Puis des matheux, c'est du monde en maths, on va les envoyer en industrie travailler un problème industriel. Puis, tu sais, je fais une parenthèse, ça, là, là, on parle bien des programmes Mitax qu'on peut prendre un finissant en maîtrise ou en doctorat, les mettre, puis tu as un incitatif financier de le mettre sur des projets d'entreprise pendant qu'il... Mais il y en a plein qui ne connaissent pas encore ça. Tu sais, on l'utilise, puis tu sais, c'est un levier phénoménal d'attirer de la nouvelle main-d'œuvre. Ça réduit ton coût, puis la main-d'œuvre, c'est des A, là. Tu sais, c'est pas des... J'aime pas ça qualifier les gens, là, mais tu sais, les gens qui arrivent en Mitax, c'est souvent de la qualité, là. Tu sais. Exact. C'est des étudiants en recherche ou des boursiers en recherche, mais qui veulent voir un impact un peu au-delà de leur laboratoire, qui veulent aller travailler avec des industriels, travailler des problématiques réelles, solutionner ça. Fait que oui, c'est un programme vraiment solide. Puis, c'est incroyable parce que quelque chose de bizarre arrivait. Nos matheux, nos mathématiciens se faisaient embaucher. Au début, c'était à peu près une douzaine, puis une grande majorité se faisait embaucher. Fait que là, on commence à scaler ça, comme de fil en aiguille, ça devient des centaines et des centaines, des milliers de stages. Il y avait une vision d'aller dire, on peut-tu faire 10 000 stages? Imagine 10 000 stages, qu'on changerait le monde, le pays. Puis on parle de stage, mais on parle de stagiaires comme outil, comme passerelle entre le chercheur, entre le domaine de la recherche et l'industrie et le marché. Et ça, c'est une recette incroyablement puissante. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler comme intermédiaire d'innovation. Écouter, comprendre la réalité, comprendre le besoin de ton industriel, comprendre l'intérêt du chercheur, faire du matchmaking, faire du Tinder du domaine de la recherche, alentour d'intérêts mutuellement bénéfiques. Puis là, on a scalé ça comme des malades, on s'est fait bien du fun, il y avait quelques personnes business là. Et c'est très intéressant comme modèle pour rendre beaucoup plus accessible la recherche publique, mais pas juste outsourcer en bon français, là, donner des contrats à des universitaires, non, de commencer d'un intérêt qu'ils ont de recherche, mais de solutionner des besoins existants. Fait que c'était un modèle pool d'innovation vraiment intéressant, mais qui rejoignait l'intérêt des chercheurs. Ce qui m'amène ensuite à Axelis. Axelis, oui, c'est de la propriété intellectuelle, c'est comment mieux valoriser la recherche publique, mettre à profit les fruits de la recherche publique québécoise, mais même encore là, la propriété intellectuelle, c'est une passerelle, c'est une façon que notre société peut avoir accès et bénéficier du fleuron de recherche publique que nous avons dans cette province. Puis, dis-moi, Axelis, ça fait combien d'années à peu près que ça existe? On a 4 ans de fait. C'est ça, 4 ans. Hein? Puis, Germain Lamonde, l'année passée, à même événement, mais à Québec, je ne sais pas si tu étais là l'année passée à Québec, il disait l'innovation se mesure en part de marché. Oui. Fait que moi, ça a changé ma vie pour vrai. Là. C'est ce petit message-là, puis c'est sur le podcast qui nous a dit ça. OK. Puis, tu sais, le Axelis, dans le fond, son rôle, à moins que je me trompe, c'est un peu ça, c'est de prendre des on va dire des petites germes là, qui existent déjà, qui ont commencé à pousser, puis des amener dans des plus gros pots, puis de les amener à l'international, puis commencer à je voulais utiliser le pollen, comment on dit ça? Polliniser, j'allais dire polluer, je dirais pas la bonne chose. Ouais, faut se poser, mais c'est ça. Non. Mais c'est ça que je comprends, puis c'est de faciliter justement le financement, faciliter la coordination, faciliter les mises en relation. C'est quoi le rôle clé? Tu sais, j'ai pas opéré avec Axelis non plus, fait c'est ma perception, là, mais c'est quoi le rôle d'Axelis dans le marché? Oui, pas encore, mais on se le souhaite dans un futur approché.
je veux revenir à quelque chose d'autre que Germain a dit. Il aurait dit que la propriété intellectuelle, c'est un outil de commercialisation en premier. Puis souvent, on se dit que la propriété intellectuelle, c'est pour défendre, ça, c'est une affaire d'avocat, de droit, ça prend des gros dollars en cours. Bien, en premier, c'est un outil de commercialisation. Comprends ton marché, comprends ce que tu veux faire, puis si tu étudies, puis ça devient des données vraiment intéressantes, comprends ce que ta compétition est en train de faire en regardant l'API qu'elle est en train de sécuriser. Puis si tu fais ça comme il faut, tu vas voir une trajectoire peut-être dans le marché qui pourrait être une ligne intéressante pour toi. Puis là, défends ton espace, assure-toi d'avoir un freedom to operate dans ton espace. On te souhaite succès. Si tu as succès, le premier réflexe, c'est pas juste de donner 5 millions de piastres, ça va être de te copier. Fait qu'assure-toi d'avoir quelque chose d'intéressant. En même temps, tu vas venir développer des parts d'actifs intangibles. Fait que là, tu fais plus que juste le service que tu offres ou la bidule que tu vends. Tu es en train d'investir dans ta compagnie, dans de l'actif de la compagnie qui elle va valoir plus. Alors là, on se souhaite de se faire acheter. Super, mais tu vas-tu te faire acheter pour des peanuts ou tu vas-tu te faire acheter une valeur additionnelle intéressante? Donc, je me permets de faire une petite passerelle sur le commentaire de Germain. Là, je reviens un petit peu à la pollinisation. Je vais rester avec ta métaphore. Pour que la pollinisation fonctionne, bien, ça prend plusieurs éléments. Ça prend ta petite abeille qui va aller à une plante. Ça te prend du vent qui va pousser. Ça te prend un écosystème qui a assez de diversité. Ça te prend là, je ne suis pas un expert en biologie, mais plante mâle, ta plante femelle, je ne sais pas trop, puis là, ça va venir. Fait qu'il y a plein d'ingrédients pour que ça fonctionne. C'est pas juste du pollen que tu envoies. Bien, de la même façon, tu ne peux pas juste investir dans de la recherche publique puis dire ben ça va devenir de l'innovation, ça va aider nos compagnies. Ben attends une minute, c'est pas le chercheur qui va s'en aller tout changer le monde dans l'industrie, puis c'est pas l'entrepreneur qui va s'en aller tout comprendre c'est quoi qui se fait dans la recherche publique, c'est pas leur rôle, c'est pas leurs intérêts, c'est pas là qu'ils vont avoir le plus de valeur. Fait qu'on peut-tu avoir des passerelles en place entre la recherche fondamentale qui est absolument indispensable et la mise en application de l'invention à valeur ajoutée dans la société, l'innovation. C'est ça le rôle d'Axelis. Donc, on a une équipe de courtiers, réseau de courtiers d'innovation, de directeurs, directrices régionales qui vivent dans les écosystèmes, dans les universités. C'est combien de monde, Axelis? Fait qu'Axelis propre, on est un peu plus d'une soixantaine de personnes. À 4 ans, vous avez monté une équipe de 60 TAC. C'est provincial, ça. C'est au niveau de l'échelle du Québec, exactement. Okay. Oui. Puis le réseau de courtiers d'innovation, Courtiac, sont co-mandatés, co-financés avec nos universités à travers le Québec. C'est une autre trentaine de personnes. Fait que là, c'est des équipes terrain qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos laboratoires. Après ça, la prochaine étape, c'est on lève des drapeaux quand on trouve une invention intéressante. Hey, j'ai de quoi que je pense que c'est intéressant. OK. Là, la balle est transférée à une équipe d'analystes qui vont faire une évaluation de potentiel d'innovation. C'est quoi l'impact potentiel de cette invention-là? Où est-ce qu'elle peut aider dans la société? Juste pour que je comprenne bien, peut-être les gens aussi qui écoutent, ils ont la même réflexion que moi. C'est, par exemple, moi, je suis, comment je pourrais dire, mettons, je suis un courtier chez vous, pas un courtier, mais quelqu'un, on voit une tech, la tech, il n'y a pas encore de preneur qui veut la commercialiser ou on n'est pas encore dans un mode d'utilisation concrète, mais dans une université, les chercheurs ou les gens, ils disent « Hey, là, on vient de trouver quelque chose. » Mais c'est là, en fait, où il y a tout le temps un porteur avant qui vous appelle, dit « Hey, je veux commercialiser ça. » Non, il n'y a pas de porteur encore, justement, puis on ne sait même pas nécessairement c'est quel secteur qui pourrait le mieux bénéficier. Peut-être c'est quelque chose qui a été développé en aérospatial, mais qui pourrait avoir une application dans le domaine de l'automobile ou dans le domaine de la manufacture traditionnelle. C'est un coating quelconque qui pourrait aider avec ton processus, qui n'est même pas le domaine de recherche du chercheur. Le marché, ce n'est pas l'expertise nécessairement du marcheur, puis on veut pas que nos chercheurs passent leur temps à faire du démarchage. C'est ça. Puis, tu vas dire, Benoît, tu es à côté de la traque peut-être. Puis, tu sais, remplace-moi, il n'y a pas d'égo là-dedans, ça ne me dérange pas. Là. Mais, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui a de la liquidité. Tu sais, il y a des gens au Québec qui ont de la liquidité partout dans le monde aussi. Est-ce qu'il y a une base on pourrait dire, d'opportunités entre Axelis ou des chercheurs qu'il manque de gens pour l'amener au marché puis qu'ils se disent, hey, y a-tu quelqu'un qui veut, tu sais, on n'est pas encore dans une vie de financement, mais, tu sais, exemple, y a-tu des bonnes idées qu'on peut voir, trouver puis se dire, hey, moi, je suis prêt à mettre de l'argent, du temps puis, tu sais, faire une deuxième carrière là-dedans ou c'est pas comme ça que ça fonctionne? C'est plus,
c'est plus les chercheurs qui vont essayer de trouver un preneur. Tu sais, y a-tu l'inverse aussi? Y a-tu ce phénomène-là? Ou? C'est super intéressant comme question. C'est exactement là qu'on doit aller parce que là, tu parles du pull, tu parles de quelqu'un de l'autre côté qui a de l'expérience, qui a vécu l'entrepreneuriat, qui pourrait prendre une techno puis l'amener au marché, par exemple, ou qui veut investir dans quelque chose. Je finis ma petite histoire vite, juste pour que... C'est tellement intéressant parce que c'est vrai que, tu sais, même pour moi, les centres de recherche, tu sais, j'en connais plein, là, Donald, de Lino, tu sais, les gens de l'ETS, de Sherbrooke, tout, c'est tous des gens intéressants, mais c'est vrai qu'au quotidien, tu sais, je pense pas à les appeler et dire, hey, y a-tu de la business à faire avec vous autres, tu sais? On pense pas à ça. Non, quand c'est j'étais ça. en microélectronique, puis je dirais à mon GM, mais c'est parce qu'il y a du monde qui travaille sur ça, on pourrait dessus, puis on n'a pas le temps pour ça. Non, c'est ça. C'est une ressource pour nos industries, pour nos entreprises, nos organisations. Fait que l'analyste va dire, hey, il y a du potentiel, il y a un impact ici, puis on voit une trajectoire, puis on voit un secteur qui pourrait en bénéficier, puis voici certains preneurs intéressants, existants, idéalement des PME Il va québécoises. définir des cibles, d'écosystèmes, Puis mettons. des trajectoires, exactement. Mais peut-être qu'on va dire, hey, il y a de l'impact, il y a un marché, il y a de la propriété intellectuelle qui pourrait être structurée alentour de ça, mais il n'y a pas de preneur immédiat au Québec, mais il y aurait un besoin. Alors là, on considère l'entrepreneuriat. Fait que là, ça ouvre la track que tu mentionnes. Il y a toutes sortes de techno-orphelines très intéressantes. Puis des fois, c'est pas une, c'est peut-être une de Sherbrooke, une de Laval, une de l'UQAC à Chicoutimi. Puis ces trois-là pourraient devenir le début d'une start-up intéressante. Puis là, ce qu'on veut faire en entrepreneuriat, c'est pas nécessairement de transformer nos scientifiques en entrepreneurs. Des fois, c'est un fit. On connaît tous des entrepreneurs, ou certains connaissent des entrepreneurs scientifiques qui sont vraiment à un autre niveau. Super, on va les supporter. Mais on ne peut pas se fier sur ça pour scaler une économie d'innovation. Fait qu'on peut-tu amener à nos entrepreneurs existants, puis des entrepreneurs qui ont fait l'exercice plusieurs fois, qui sont sur le banc à dire, bien, moi, j'en coacherais une jeune start-up, je serais prête à être un CEO intérimaire. Fait que là, on développe un banc d'entrepreneurs en résidence qui pourrait venir accompagner des technologies, accompagner le scientifique, qui pourrait devenir le CTO, qui pourrait vouloir être le CEO. Great, on va te groomer, on va te mettre avec un CEO calibré qui ne veut pas être là à long terme, mais pendant 2 ans, il va t'aider à te le monter. Parce que l'investisseur, tu le sais bien, il va regarder l'équipe, il va dire, oups, j'aime bien ta techno, mais j'ai pas confiance, il manque un bout. Fait qu'on va aider à structurer ça. Prochaine étape, c'est la maturation de la technologie. Elle n'est jamais tout cuite dans le laboratoire. Il y a énormément de risques entre la preuve de concept académique et la mise en marché et la commercialisation. Comment est-ce qu'on réduit ce risque et ce temps-là? Bien, on gère une enveloppe. Axelis gère une enveloppe de maturation technologique au nom du MEIA, une enveloppe de plus que 9 millions de dollars annuels. Ça, c'est pas attaché à l'OTN, c'est vraiment une enveloppe, C'est une enveloppe dédiée à vous autres. dédiée, une enveloppe de maturation, où est-ce qu'on va venir payer la majorité du coût pour mouler une technologie puis la dérisquer alentour d'un besoin, d'un résultat qu'un preneur aurait. Je suis un équipementier. Mettons, je m'appelle Machinage Piché, puis je fabrique des machines à bois, exemple. Puis il y a une technologie qui me permettrait de trier, je sais n'importe quoi, là, incroyable, optique. Puis ça veut dire que pour que Machinage Piché ait l'intérêt de l'utiliser dans son RSDE personnel et tout, là, vous autres pourriez financer le projet, mais pas à 100%. Non, mais pas mal proche. On pourrait le financer à 80 C'est ça. Il y a une loi qui dit, c'est comme la loi des jeux de table, là, Québec fédéral, provincial, c'est pas 85? Tu as un stacking. Là. Ouais. Nous, on accote là, à 80. Oui. OK, fait que c'est le fun. Puis tu sais, est-ce que tu connais Engine? C'est-tu quelque chose? Non, Engine Next Generation Manufacturing. Il y avait John la Supergrappe. Chigana aujourd'hui, la Supergrappe. Puis d'autres, moi, je suis impliqué aussi comme président du CVDM, qui est le Centre de valorisation des données manufacturières. Puis on est financé, comme Optonic aussi, financé par Engine. Puis nous, c'est du maillage industriel intermanufacturier. Mais tu sais, ce que tu mentionnes là, c'est que je voulais faire le lien, c'est qu'Engine va prendre une technologie qui est déjà éprouvée, puis va vouloir comme la finaliser. Tu sais, il veut la preuve de concept finale en production. Toi, tu es même un pas en avant. C'est que tu pourrais aller démontrer que ça marche en usine. En plein ça. OK. En plein ça. Puis c'est bien facile, là, on extrapole, là. C'est bien facile de dire, nos entreprises n'investissent pas assez en R&D. Mais la façon de s'en sortir, c'est pas de dire investis plus en R&D, c'est de comprendre c'est quoi les pain points, parce qu'il y a énormément de risques, puis un entrepreneur qui a investi, qui a essayé quelque chose, puis ça s'est planté pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, va dire, on a déjà essayé l'innovation, c'est pas pour nous, on a notre marché, j'ai mon client, j'ai mon SKU, tout va bien. Jusqu'à temps que tu n'as plus ton client, jusqu'à temps qu'il y a une perturbation sur le marché, ton marché change. Exact. Dis-moi, tu sais, là, présentement, vous allez dans les entreprises, dans la recherche, puis là, la recherche arrive.
est-ce qu'il y a des mécanismes où, au contraire, vous allez dans les entreprises manufacturières comprendre les innovations qu'ils sont en train de faire, puis de le voir justement, le gap. Je donne un exemple, je vais te dropper des noms, puis ça peut être le fun à un moment donné, peut-être vous parlerez. Le Rangerman de Rovibec, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Rovibec, là, c'est Alexandra, quatrième génération, en tout cas, c'est des gens phénoménales dans le coin de Bécancour ou Saint-Wenceslas, je ne me trompe pas, en tout cas, je ne veux pas mélanger les villes. Là. Déjà que j'ai mélangé ton nom tantôt, là, Jesse. T'as déjà une prise. Oui, c'est ça, j'ai déjà une prise. Mais eux autres, ils ont créé un genre d'OVG, l'OVG se déplace automatique. Puis cet OVG-là, ben, ils ont deux types d'OVG. Il y en a un qui ramasse dans les fermes, ça vaut lieu que tu te lèves la nuit et aller pousser le foin, là, ben, il le fait automatique. Puis il y en a un autre qui bouge les palettes d'une entreprise à l'autre. Puis là, présentement, ils sont comme en train de s'autofinancer là-dedans. Ils ont déjà des clients, puis leur projet, je pense que c'est 200 000 l'OVG. Il est déjà moins cher au marché, puis il y a de l'intelligence là-dedans. C'est débile. Moi, toutes les fois, j'avoue, je comprends pas pourquoi tu ne travailles pas avec Engen, tu ne travailles pas avec les centres. Pourquoi tu ne vas pas chercher du financement? Mais ils sont tellement habitués, c'est quatrième génération, c'est des gens là, incroyables, mais ils s'autofinancent tout le temps. Oui. Mais ces gens-là, s'ils venaient à la table avec vous autres, sûrement que vous leur verriez la main, vous dites, mais vous laissez donc bien d'argent sur la table. Puis en même temps, vous manquez des opportunités d'aller plus vite. Oui. Je pense ça. Puis il est vraiment hâte leur produit. Là. Puis quand ils ont fait le lancement, là, ils ont invité tout le monde de toutes les régions, la boucane, la danse sur le stage, le Rangerman est arrivé, c'est malade. Là. Mais je le sais qu'ils font pas affaire avec des... Moi, je suis quelqu'un qui est très proche des subventions, je comprends, là, mais c'est manufacturé. Puis il y en a d'autres, j'ai le goût de mentionner, là, je ne ferai pas la genèse de ça, mais y a-t-il un effort pour ça, d'aller les chercher, ces manufactures-là? À l'inverse, après les amener au centre de recherche qui ont déjà des... parce qu'ils sont habitués de travailler avec les CCTT aussi. Oui, mais les CCTT, on n'est pas dans la recherche. On est plus dans l'utilisation de commodités qui existent déjà, mais que les gens n'ont pas encore la maturité, je vais dire ça de même. Oui. Mais le CCTT, c'est intéressant parce que c'est dans la recherche, mais incrémentale, exactement. On va débunker une affaire, on va essayer de trouver quelque chose. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on commence à faire. Il y a toute une stratégie d'intelligence de marché où est-ce qu'on a... D'ailleurs, j'ai un collègue qui est ici qui travaille là-dessus. Aller comprendre des besoins sectoriels puis des besoins de certains domaines prioritaires du Québec pour, peut-être amener des technologies, des inventions déjà dans la recherche publique qui pourraient les solutionner. Ou deux, s'il n'y en a pas, ben, donner un portail, une visibilité à nos chercheurs sur des réalités de terrain, du marché, qui peut influencer des décisions. J'ai le cerveau qui pétille, là, mais je prends Créneau, Accor, Créneau, c'est conception et fabrication de machines à Trois-Rivières, Bécancour, Yamaska. Je ne sais pas si tu connais ce créneau-là. Oui. 170 manufacturiers, tous des fabricants de machines. Ils ont tout intérêt à aller voir. Si tu veux un edge dans ta fabrication de machine, puis un jour un produit, Kim va voir ce qui se fait dans les centres de recherche, puis prends-en une dans tes mains. Tu pourrais bénéficier d'énormément d'investissements qui ont déjà été faits par le gouvernement, par nous collectivement, pour avoir des technos à l'état de l'art. Puis on a vraiment une recherche publique incroyablement forte qui donne une valeur compétitive intéressante pour venir jouer à ouvrir des nouveaux marchés ou, peu importe, commercialiser dans d'autres domaines. Je vais avoir plein d'idées de parler après, mais non, mais c'est vrai parce que, on fait présentement là, l'initiative qu'on a faite avec Renault Machine, puis, la capacité des machines disponibles, puis c'est vraiment Nancy, la DG, là, avec son équipe, une équipe incroyable, là, avec les manufacturiers qui sont là, il laisse disponible sur une plateforme mettons, j'ai 4 CNC, j'en ai une qui roule à 20% du temps, à 80% du temps est disponible. Il se l'affiche entre eux autres. Puis l'autre manufacturier, il dit hey, moi, je manque de capacité au lieu d'aller me financer une machine à 13% d'intérêt chez BDC. Mettons, j'adore BDC, là, je donne un exemple. Puis c'est pas des bons exemples quand on donne des taux élevés. Là, BDC fait des super bons deals. Ils m'ont déjà financé aussi, j'ai pas un mot à dire, là, je les adore. Mais tu sais, de l'autre côté, t'es bien mieux d'aller mettre ta production, ton hype chez le voisin pendant un mois, puis après ça, ben, tu verras si tu as besoin d'une machine. Tu sais. Oui. Mais ça veut dire que le même phénomène entre la recherche puis En fait, le Fraunhofer en Allemagne fait ça. Je ne sais pas si tu as déjà visité. J'ai jamais visité, mais on les connaît, bien sûr. C'est ça. Tu sais, ça fait une couple de fois, je vois le Fraunhofer, puis je parle beaucoup avec des gens du Fraunhofer. Eux autres, la différence, par contre, après 2 ans, je pense que si la technologie n'y arrive pas, je pense qu'ils coupent dans le financement du projet. Ça se peut-tu? Oui, ils veulent voir... Ils coupent plus vite, je pense, dans la Ils veulent voir développer, mise en marché ou exploiter la techno. Sinon, ils vont l'amener à quelqu'un d'autre, en effet. Mais oui, il faut vraiment partager le mot qu'on a une richesse qui peut être à l'exploitation d'une bonne façon de nos entreprises. Et là, ça va revenir adresser les investissements à R&D parce que tu n'as pas besoin de tout payer
toi-même. Non. Il y a des intermédiaires qui peuvent t'aider à naviguer. Puis je veux revenir sur quelque chose que tu parlais de tous les programmes. Tu sais, la richesse du Québec, on a plein de programmes d'innovation, mais l'entrepreneur, il n'a pas le temps. Puis on ne veut pas que nos entrepreneurs passent leur soirée à naviguer des sites web gouvernementaux. Ah, puis tu as bien compris, un échec, c'est fini. Un échec, c'est fini. C'est ça. Puis la façon que ça fonctionne, tu le sais bien, c'est ton modèle qu'on est ici. On va aller prendre un café ensemble, on va prendre une bière ensemble. Parle-moi de tes problèmes. Je ne vais pas te pitcher tout ce que j'ai sur ma liste parce que tu as déjà tes enjeux et tes besoins. Parle-moi de tes problèmes, puis je vais te parler de qu'est-ce qui serait intéressant pour toi. Tu parlais du modèle, on parlait du modèle Mitax tantôt. C'est le modèle, tu as du monde sur le terrain qui vont écouter c'est quoi le besoin de nos industriels, puis on va t'aider à trouver des chercheurs qui sont intéressés à solutionner ces problèmes-là. Puis côté Axelis, bien, il y a peut-être de la propriété intellectuelle qui existe déjà ou qu'on peut t'aider à développer, que tu vas hériter. Parce que malheureusement, c'est très coûteux l'API, c'est des investissements, ça prend une capacité puis une expertise. Bien, tu n'as pas besoin de te développer ton étage d'avocat non plus et d'agent de brevet. Tu peux venir mettre à profit des éléments de la capacité qui est déjà existante dans la société. C'est quoi les. Tantôt, je t'entendais parler, là, discussion de corridor, puis c'est pas moi que tu parlais, puis là, je vois le temps aussi, là, puis je vois qu'on est en fin de journée. Là. Tu sais, je t'écoutais parler, puis c'est pas parce que je t'espionnais, mais je t'entendais. Tu disais, tu sais, on parlait de la photonique, là, tu parlais avec la DG par intérim, tu sais, qui était là, puis tu as dit, on a des priorités d'investissement en ce moment chez Axelis, tu sais, puis excuse-moi de le dire, mais je pense que tu as dit, photonique n'en fait pas encore partie, peut-être dans une prochaine planète stratégique ou quoi que ce soit, mais c'est quoi les secteurs prioritaires? Peux-tu te poser cette question-là? Ben oui, là, tu me mets sur le spot parce que c'est certainement pas parce que la photonique a été rankée plus bas, mais c'est juste que c'est embryonique. Mais tu vois, j'écoutais, je t'avais pas écouté, dangereux, ouais, c'était jamais off the record, hein, j'ai compris. Fait que, écoute, il y a certaines priorités dans lesquelles le Québec a beaucoup investi, puis il y en a certaines qui sont pas dans des points d'inflexion, mais dans des moments, je dirais, critiques. Dans le fond, c'est indirectement une priorité du Québec, mais le quantique, par exemple, est un bel exemple. Est-ce qu'on ne veut pas manquer le bateau? On en fait des belles affaires en IA, mais c'est pas le Québec qui a bénéficié, je dirais, le plus à l'échelle qu'elle a donnée en termes d'invention, de créativité, d'outils. Fait que est-ce qu'on peut penser un petit peu à la commercialisation dès le début? Est-ce qu'on peut penser à qui va appartenir le savoir qui va sortir de nos inventions, de nos établissements de recherche publique? Fait que le quantique est évidemment un exemple. On a une entente avec le gouvernement où est-ce qu'on supporte les zones d'innovation. On vient de sortir un appel à projet. Donc, la filiale d'énergie, de batterie, bien ça, c'est un élément où est-ce qu'on a mis beaucoup de capacités pour investir. Est-ce qu'on peut assurer qu'il y a des passerelles, par exemple? Donc voilà, c'est un exemple des priorités. Puis ensuite, est-ce qu'on peut... puis là, il y a tout un autre niveau de jeu. Est-ce qu'on peut commencer à penser à cartographier tout ce qui existe à travers le Québec en termes d'actifs d'invention pour que n'importe quel entrepreneur qui a un besoin puisse mettre dans sa machine, dire « Hey, j'ai ce problème-là, qu'est-ce qui existe qui pourrait me le solutionner? » Genre des haies sémantiques, là, tu sais, parce que le génératif le fera peut-être pas, mais un sémantique pourrait le faire, tu sais. On fait qu'Axelis est en train de travailler quelque chose de très intéressant en utilisant du Gen AI en langage naturel. Tu sais, là, c'est drôle, là, puis on en reparlera de ça en dehors, là, mais tu sais, le rêve là, qu'on a là, dans le secteur manufacturier, c'est tu prends une photo, là, puis au lieu de te dire où tu l'achètes sur eBay ou sur Shopify, c'est de dire comment tu le fabriques, puis qui peut le fabriquer au Québec. Fait que, tu sais, c'est les procédés industriels qui permettent de faire ça. Puis les AI génératifs, ils ne permettent pas de faire ça. Les AI sémantiques, par exemple, pourraient le faire. Mais ça, on en reparlera, mais ça serait un rêve parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, là, puis je l'ai vu, puis tantôt, tu parlais de la grappe électronique, puis ça me fait rire parce que je nommerais des noms, là, des genres de Luc Géna chez Synapse, des Yves Chabot, tous des gens que tu as côtoyés, je pense que tu as croisés dans ta vie, c'est sûr, là, ou les gens de Mégatech et tout. Mais c'est des gens qui rêvaient de faire fabriquer au Québec des produits, mais leurs clients ne les trouvaient pas parce qu'ils les cherchaient pas. Ouais. On aurait pu, il y avait tous des Surface Mount, il y avait toutes les waves sélectives, ils pouvaient tout fabriquer les cartes électroniques, les boîtiers en plastique, tout. Puis vu que les gens cherchaient, mettons, au lieu d'un thermostat, ils cherchaient, mettons. Prédéfinie. On ne le trouvait pas sur les SEO de Google. Puis les AI sémantiques, les génératifs ne permettent pas totalement de le faire non plus. Mais ça, c'est un autre. Moi, ce que je propose, c'est que c'est pas la dernière... Tu me permets-tu de revenir sur ton podcast quand je peux annoncer ce qu'on est en train de travailler et je veux te démoer quelque chose de vraiment cool? Quand tu vas l'annoncer? Oui. Ben moi, je veux que tu viennes toujours. En passant, on est dans tous les événements. On est Transal la semaine prochaine, Salon MPA, à chaque année, on l'anime. On va être partout. Puis super. Moi, je veux être dans la communauté d'Axelis. Je comprends mieux qu'est-ce que ça fait. Avant de te laisser partir,
il y a une question qu'on pose tout le temps aux gens sur le podcast. Si on avait la chance d'avoir une troisième personne avec nous, n'importe où dans le monde, il n'y a pas de limitation. Tu as le droit de l'inviter, puis là, tu te tasses à droite, on le laisse entre nous deux. C'est avec qui tu aimerais un jour, là, puis on n'est pas obligé de le connaître, que tu aimerais pouvoir animer un podcast. Moi, tantôt, j'ai le mini-skate. Je suis super content. Y a-tu fait le Il podcast était avec toi? il était avec nous autres. Il a fait le précédent, là, c'est fait. Ils sont faits, ils vont tous passer. Ça n'en prend rien qu'un, tu sais. Écoute, je suis en train de lire, comme coïncidence, je suis en train de lire une série de livres sur qu'est-ce qui a amené justement l'intelligence artificielle. Puis j'ai commencé avant avec même l'informatique, puis les ordis, puis commençant des vacuum tubes, tu sais. Fait que il y a toute une gang d'innovateurs qui étaient des maudits fous au début, qui essayaient de penser comme on parle d'IA, puis on parle de Deep Neural Network, mais c'est pas nouveau, ça. Ça fait des décennies qu'ils parlaient de ça. Ça avait été abandonné, laissé comme mort. Puis les Hinton de ce monde, les Bengio de ce monde, qui ont continué à patenter leur affaire parce qu'ils trouvaient qu'il y avait de quoi d'intéressant. Puis c'est drôle parce que ce sont tous des caractères assez intéressants aussi parce que c'est du monde qui sont non seulement très intelligents, mais qui sont résilients. Puis ils disent, il y a quelque chose là, je veux continuer à travailler mon affaire. Puis là, c'est bien facile d'être un héros quand t'es rendu trend, sexy, puis tout le monde parle de toi. Mais au début, c'était pas mal lonely. Ah ouais. Fait que c'était une de ces gangs-là qui serait très intéressant. Puis, entre autres, c'est long ma réponse. Non, là, mais vas-y, j'ai hâte d'entendre la personne. Vas-y. C'est ben, très pertinent pour ça. Là. il y avait... le coding, c'était un des domaines, initialement, quand c'était des gros mainframes et tout, que les grands inventeurs, là, ils permettaient ou ils laissaient aux femmes parce qu'ils voyaient ça comme si c'était juste du punch scoring. Il fallait juste mettre sur les cartes les trous. Fait que ça, les femmes pouvaient faire du coding. C'est drôle, c'est devenu un des éléments les plus importants. Donc, les pionnières dans le coding, c'était des femmes. Ah, ouais. Puis une des personnes les plus importantes dans l'évolution de l'informatique, puis là, j'oublie exactement son nom, mais je pense que c'était Lovelace. C'était la duchesse Lovelace ou Lace Lovelace. Elle vient de où, elle? C'est de Londres? Ou... Je pense qu'elle était ouais, de UK, je crois, puis elle était comme 5e, 10e, whatever, génération. Puis elle était mathématicienne. Puis je elle pense que j'ai vu tripait un sur le film coding. là-dessus. J'ai pas vu le film, je l'ai lu à quelque part. Mais c'était pas en Angleterre, elle était de race noire, puis ça se dit plus à cette race de couleur noire. Puis elle était super comme mis de côté, puis finalement c'est elle qui. Peut-être qu'on parle pas de la même affaire. Une duchesse, pas une duchesse, c'est ça. Oui, c'était une duchesse, Non, ouais, mais toi, exactement. c'est ça, on est ouais. pas... Mais elle, c'est intéressant on va parce le qu'elle a trouver. convaincu de financer un inventeur un peu demi-fou qui disait il y a quelque chose là d'intéressant. Puis elle, ce qu'elle a fait, là, j'arrive à ta réponse, puis pourquoi je voudrais avoir attends, j'ai une conversation question avec après. elle, Vas-y. le suivi. Elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de s'asseoir à côté de l'inventeur, puis elle a dit je vais tout loguer. Je veux tout écrire, je veux tout documenter. Puis si elle n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas eu des notes détaillées, un guide opérationnel de comment est arrivé un des premiers ordinateurs qui commençait, tu sais, ça venait d'où les ordinateurs? Les premières machineries d'un jeu de machinerie. C'était les looms pour tisser, les looms à tissage, cloc, 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 cloc. Puis à place de le faire manuellement, de commencer à mettre des jetons en place pour dresser, pour que automatiquement tu le fais. J'ai comme pas besoin. les boîtes ou les pianos que tu tournais. Là, même histoire, ouais. même affaire. Ça, c'est devenu des punch cards. Puis de fil en aiguille, ben là, c'est devenu des vacuum tubes à la place de tes petits punch cards. Fait que quelqu'un comme ça, qui est capable de dire, qui est tripeuse premièrement avec un background en mathématiques, qui est capable de connaître plein de monde, qui est polyvalent, puis qui est intéressé dans tout, puis qui dit je vais m'investir à loguer des centaines d'heures, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose là, puis je veux documenter ça. Je trouve que ça serait cool de la rencontrer. Mais puis là, la question qui suit, c'est quelle question tu lui poserais? Mettons qu'on avait une question à lui poser. Ouais. On lui pose quoi à la duchesse? Je vais le trouver son nom. Ah, OK, merci. Tu vas le trouver, puis tu vas me corriger correctement, publiquement. Je dirais, c'est quoi... C'est quand ou c'est quoi dans toi que tu as senti qu'il y a quelque chose là d'intéressant qui vaut la peine de t'investir à fond la caisse? C'était quoi ton réflexe, ton pif, ton sentiment qui t'a mené à aller pas mal all-in dans une affaire qui était complètement nébuleux, puis weirdo, puis mettre du temps là-dedans, qui est devenu incroyablement important avec ce qui est arrivé dans les centaines d'années qui ont suivi. Intéressant.
Intéressant. Puis je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les éléments alentour de nous qu'on devrait être à l'affût de, même si on est hyperactif, même s'il y a mille et une affaires qui se passent en même temps, c'est quoi qu'on ne veut pas manquer, dans lequel on veut investir, qui dans 200 ans va être vraiment important. Ben, on pourrait faire une belle liste. Il y a plein de gens qu'on voit. Moi, je côtoie beaucoup les manufacturiers, puis il y en a tellement qui sont brillants. C'est fou. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les 2e, 3e générations qui ont encore la flamme, que les jeunes, la relève est encore là. C'est dur, ça. C'est dur. Puis ces gens-là ont la capacité d'incuber des gens. Ce matin, je me souviens pas c'est qui le premier le monsieur de CAE, Lévite. Oui, j'ai entendu. Oui. J'ai son nom quelque part. Oui. C'est comme le chef, le VP, CTO, je me souviens pas de CA, mais il disait que soit ils ont. Comment il disait ça? Soit qu'on a engagé ou on achetait nos compétiteurs, mais sinon on incubait les entreprises. Puis, dans le fond, dans la réalité, c'est ça, il y a tout le temps incubé, mais les entreprises peut-être ne le font pas assez, ça, d'aller incuber les centres de recherche. Hey, là, je ne veux pas t'étirer plus longtemps, parce que je sais que tu t'en allais. Merci d'être venu. Y a-tu quelque chose qu'on aurait dû savoir sur Axelis aujourd'hui, qu'on n'a pas eu la chance de parler, ou y a-tu, ça c'est la question de l'inspecteur de police, là. Y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas qu'on devrait savoir? C'est le fait que c'est facile à juger puis à voir les problèmes qu'on a, puis Dieu sait, j'en parle souvent, il y a des fragmentations dans l'écosystème, il y a des manques de capital, OK. Mais il y a du monde qui essaye, puis qui essaye fort, puis c'est pas trend de dire ça, mais je dirais qu'il y a beaucoup de monde dans le gouvernement, dans la bureaucratie, dans les intermédiaires, dans les tiers partis, qui travaillent très fort pour essayer de changer la donne dans nos entrepreneurs, dans nos centres de recherche, des chercheurs, des personnes dans les bureaux de transfert technologique, des doyens, qui veulent vraiment, qui tiennent à cœur que ça change. Il y en a beaucoup qui travaillent vers ça, puis on n'en parle pas si souvent que ça. Puis il y a des bonnes affaires, puis il y a des vraiment bonnes affaires qui se passent au Québec. Je travaille, je voyage un petit peu, j'ai des amis un peu partout au Canada. On est vu comme un des tops de l'innovation. Là, on rigole un peu parce qu'on dit, si jamais tu savais, nous, ça fait dur notre affaire, on est le plus grand des nains, c'est juste. Mais il y a des bonnes affaires qui se passent ici. Il faut juste qu'on amène un peu d'alignement, qu'on croit en nous, qu'on ait la confiance d'investir un petit peu plus, de think big, think good. Je vais te donner la badge Grégory Pratt. Je sais pas si c'est qui Grégory Pratt. Tu sais, là, il est animateur à Salut Bonjour, puis il fait sur l'économie, puis ça va mieux qu'on pense. Je pense qu'il anime un podcast, il est venu l'autre fois avec nous autres à la Chaise Bleue, puis tu sais, c'est ça le thinking, c'est, tu sais, lui, ce qu'il disait, par exemple, c'est quoi le grand, vrai projet de société? Celui-là, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a plein de belles choses. Là, il est positif, mais c'est bon que tu finisses sur le positif parce que c'est vrai. Puis, pour vrai, là, des manufacturiers partout au Québec, des beaux, il y en a des beaux, il y en a que c'est plus difficile, il y en a qui devraient vendre, qui ne vendent pas, comme dans tout. Je trouve ça vraiment bien. Puis moi, je vous invite, Axelis, à venir quand vous voulez. Là. Si vous avez des événements, vous voulez qu'on soit là, c'est ce qu'on fait. On veut documenter pour les manufacturiers. Je suis allé à la Bibliothèque des Archives nationales, la banque là, à Montréal, ça fait une couple de fois, puis caritatif, là, on essaie de s'impliquer, puis toute l'entreprise, on est même allé faire un trimestriel là-bas, puis ils sont rendus avec un Fab Lab, là, je ne sais pas si tu savais ça. Super. Les bibliothèques se modernisent aussi. Puis à travers ça, ce qu'on se rend compte, c'est que le maillage se fait passer, puis le manufacturier n'est pas documenté. T'sais, toutes les villes ont été construites à travers les manufacturiers. Les technologies de rupture ont créé des sociétés dans le nord du Québec. Tout s'est développé autour de ça, puis c'est pas documenté. Fait que, tu sais, ce qui est le fun avec un podcast comme ça, qu'on s'amuse, même si on doit être rendu à 200 épisodes, peut-être 150 de sorties, mais tu sais, c'est comme si, tranquillement, on va chercher un peu d'histoire partout, puis on se rend compte, hey, c'était le grand-père du... Tu sais, tantôt, ce que tu mentionnais, là, c'est quand même drôle, tu sais, t'es le président de l'association de la fourrure, je sais pas trop, mais tu sais, c'est des choses que, d'après moi, si on va dans les livres, là, c'est pas sûr qu'on le trouve à la Bibliothèque des Archives. C'est important de documenter ces archives-là, notre historique, puis là, je reviens dans le positif, puis je capte un peu... C'est le temps pour un mouvement d'un Québec Inc. 2.0. Là. C'est vraiment le temps. Il y a plein d'affaires qui se passent. Une sacrée belle opportunité. Puis on n'a comme pas le luxe de ne pas le faire. C'est même pas quelque chose qu'on devrait peut-être. C'est comme, les amis, si on le fait pas, on est dans le mal. Fait que l'alternative n'est pas le fun. Désolé pour mon langage. Ben non, mais Jesse, t'es le bienvenu tout le temps, toi ou ton équipe, puis en espérant qu'un jour, on réussisse à faire un maillage là, dans l'écosystème, puis qu'un jour, on voit que c'est rendu une multinationale, on ferait comme « wow ». On a co-créé le maillage. Let's go. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. C'est à toi. Salut, Jesse. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.